Je reviens de Dubaï où j'ai eu la chance d'être invité à la Binance Blockchain Week les 30 et 31 octobre. Je vous ai d'ailleurs embarqué avec moi, je sais pas si vous avez vu ça. Cet événement, tu vois, c'était l'un des plus grands rendez-vous Web3 de l'année. Je vous ai préparé donc une petite vidéo pour résumer tout ça, tu vois, les moments clés de l'événement, ce qui se profile au niveau de l'avenir de la crypto à court et à moyen terme. Donc j'espère que vous l'avez déjà regardé parce que elle contient quand même pas mal d'informations importantes. J'y partage ce que j'ai vécu et vu pendant l'événement. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui l'ont pas encore vu, je mets le lien de la vidéo dans la description. Et donc, puisque je reviens tout juste de Dubaï, c'est aussi le meilleur moment pour vous partager mon ressenti sur cette ville. Vous la connaissez sûrement déjà, cette ville. Tu vois, que ce soit comme destination touristique, ville crypto ou ville des super riches, ville des influenceurs ou des influvoleurs. Pour les Français, on en a quand même pas mal qui ont des soucis de ce côté-là. Dubaï fait beaucoup parler d'elle, tu vois. C'est quand même une ville qui est super connue à l'international. J'y ai moi-même aussi habité pendant un moment. J'ai pas tellement aimé, on va en parler. Mais d'après mon expérience personnelle, Dubaï, c'est quand même une ville fascinante. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est fascinant, c'est fantastique en fait, que ça soit en termes d'expérience de vie. Je suis content d'avoir vécu ça quand même, ou au niveau de l'environnement crypto, et pour ça je suis content aussi d'avoir quelques éléments en lien avec moi et Dubaï, tu vois. Le service, la rapidité, le shopping à Dubaï c'est génial, et puis c'est un hub parfait pour voyager. Si vous prévoyez d'aller vous installer à Dubaï, un des arguments principaux pour moi c'est le hub, c'est juste à quelques heures d'avion de tout, en fait, c'est à quelques heures d'avion de tous les endroits essentiels pour la plupart des gens. Maintenant, j'habite en Nouvelle-Zélande, je peux vous dire que c'est pas aussi facile. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que j'aime. Il y a quelques points que j'ai pas aimé. Donc voilà pour ma vision personnelle sur Dubaï. Maintenant, j'ai remarqué que, étonnamment, en fait, personne s'est vraiment penché en détail sur le lien unique entre Dubaï et les cryptos spécifiquement, ni sur la manière en fait dont cette relation s'est construite au fil du temps. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. Pourquoi est-ce que ce paradis crypto, construit à la base pourtant sur des pétrodollars, est si impressionnant et surtout, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, pour commencer, Dubaï, c'est pas un pays en tant que tel, mais un émirat. C'est un des 7 émirats qui composent les Émirats Arabes Unis. Et donc les Émirats Arabes Unis, c'est ça qu'on va appeler le pays. Et bien qu'il représente que 5,8% de la superficie totale du pays, il abrite plus de 41%, je crois que c'est 41,9% de la population des Émirats Arabes Unis. Ça fait de Dubaï non seulement le moteur économique de la région, mais aussi le cœur du marché crypto local, parce que c'est justement ce centre économique là où tout le monde est. Si vous avez déjà visité Dubaï, en fait, vous aurez probablement remarqué que le territoire est vraiment restreint. Comme je vous dis, 4,9%, en fait, en une demi-heure, une heure, t'as fait le tour, quoi. Et la meilleure partie, en plus, de cet émirat est composée de quoi ? De désert de sable. À ses débuts, en fait, Dubaï n'avait aucun avantage, que ça soit en termes de superficie ou en termes d'environnement. C'est très hostile quand même. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce que cette ville elle a réussi à se transformer en un centre économique majeur des Émirats Arabes Unis et même un acteur clé de la finance mondiale ? Donc première chose, la première richesse de Dubaï, ça a été quoi ? L'or noir. Quand on parle du Moyen-Orient, Dubaï, Moyen-Orient, la première chose qui nous vient à l'esprit généralement, c'est le pétrole. En 1966, la découverte de cette ressource précieuse a transformé cette vaste région désertique en une immense réserve en fait pétrolière. Et Dubaï n'a pas fait exception. Avec l'arrivée des pétrodollars, l'économie de Dubaï a connu un essor fulgurant. Entre 1960 et 1977, les revenus pétroliers des Émirats Arabes Unis sont passés de 33 millions de dollars à 8 milliards de dollars. Pour atteindre, en 1980, je crois qu'on était à peu près à 20 milliards de dollars, 19,2 milliards de dollars. Cette manne financière a permis à Dubaï de poser les bases de sa fortune. Cependant, si on regarde en comparaison avec son voisin, l'émirat voisin Abu Dhabi, Dubaï possède des réserves bien plus modestes. Plus de 90% des ressources pétrolières en fait des Émirats Arabes Unis sont à Abu Dhabi. Alors que Dubaï, donc, il en contient qu'à peu près 5% des Émirats Arabes Unis. Selon les estimations, ces réserves sont à peu près 4 milliards de barils de pétrole, soit environ 200 milliards de dollars au prix actuel. Donc après déduction des coûts et tout ça, ça représente qu'environ 2 années de PIB pour l'émirat. C'est ridicule en fait, c'est pas suffisant. En revanche, si on regarde les réserves pétrolières d'Abu Dhabi, c'est 92 milliards de barils, soit 23 fois plus. Intéressant. Donc quand on parle de pétrole, d'or noir ou même de bitcoin, on a un point commun entre tous ces éléments. Ce sont des ressources qui sont limitées. Donc, comment est-ce qu'on peut construire là-dessus ?
Par exemple, si on regarde le Bitcoin, si on s'était contenté juste à l'époque de miner du Bitcoin, l'industrie crypto n'aurait jamais atteint l'envergure qu'elle a aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine des cryptos? C'est pas la quantité de Bitcoin détenus qui détermine forcément le succès, mais la capacité des projets à conquérir des parts de marché grâce à des technologies innovantes construites dessus. Des services, des produits adaptés à la crypto, des choses comme ça. Par exemple, les exchanges, par exemple, les projets construits sur les blockchains. Donc, Bitcoin, c'est qu'un point de départ. Pour les points pétroliers, en fait, c'est la même chose. Le schéma est le même. Les réserves de pétrole, ça permet de générer des richesses considérables et de les maintenir sur le long terme, parfois même sur plusieurs siècles. Mais pour Dubaï, c'était pas suffisant. Je suis devenu tout flou. La situation, elle est différente. Parce qu'ils avaient des réserves de pétrole limitées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme nous pour la crypto, ils ont construit dessus. Construit des services, construit des outils économiques, etc. Et très tôt, en fait, comme ils ont réalisé que les réserves étaient limitées, il fallait trouver aussi d'autres moyens de se diversifier pour assurer la richesse et la croissance sur le long terme. Donc, en plus de ce développement économique, donc des services, etc., basés sur cette économie et cet argent justement qui fructifiait grâce au pétrole, dès la fin des années 80, ils ont réfléchi à une stratégie plus durable. Donc, comment rester prospère, même quand on n'aura plus de pétrole? Tu vois, c'est comme, encore une fois, comme une entreprise crypto qui démarre avec une base de Bitcoin, mais qui doit diversifier ses activités pour survivre. Donc, ils se sont appuyés sur ça comme point de départ et ils ont développé tous ces secteurs différents pour s'assurer que même en l'absence de pétrole, l'économie puisse continuer à tourner et à prospérer. Et si on regarde, on a cette transformation. En fait, au premier trimestre 2024, le PIB total d'Abu Dhabi, c'était 286 milliards de dirhams, soit environ 77,2 milliards de dollars, dont près de la moitié, 35,4 milliards de dollars, provenaient des revenus pétroliers. Donc à peu près 46% de l'économie, près de la moitié. En comparaison, le PIB de Dubaï pour la même période atteignait 115 milliards de dirhams, soit environ 31 milliards de dollars, et les revenus pétroliers représentaient quoi? Moins de 1%. Malin. Ils ont réussi à faire ce switch. Donc si on regarde les Émirats Arabes Unis, en fait, dans leur ensemble, bien sûr, c'est un acteur majeur dans l'exploitation de pétrole. Mais la croissance économique de Dubaï, maintenant, ça repose avant tout sur les secteurs non pétroliers, comme le commerce, les services financiers, les transports et bien d'autres. Donc Dubaï, en fait, ils n'ont pas seulement amorcé une transformation, ils l'ont menée avec un succès spectaculaire et on y est déjà, au point de devenir une source d'inspiration pour ses voisins comme l'Arabie Saoudite et le Qatar qui cherchent désormais à suivre son exemple. Mais comment est-ce que Dubaï, en fait, il a réussi cette métamorphose? Comment est-ce que c'est devenu progressivement un paradis crypto maintenant et un centre financier mondial? 3 éléments clés. Tout repose sur 3 éléments clés, un emplacement stratégique, un timing parfait, le timing franchement parfait, et des décisions humaines visionnaires. Donc, parlons de l'emplacement stratégique. Avant d'aborder la question du timing, c'est vraiment essentiel de parler de l'emplacement parce que c'est le fondement de tout. Si on observe la position géographique de Dubaï, en fait, la ville, elle est bordée par le golfe Persique, qui est situé au cœur de l'Asie de l'Ouest, à la jonction stratégique de 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Donc vers l'Est, on a tous les pays d'Asie du Sud-Est, du Sud-Ouest, ceux du continent africain. Donc vers l'Est, on a tous les pays d'Asie du Sud-Est. Au Sud-Ouest, ceux du continent africain. Et au Nord-Ouest, les nations du Moyen-Orient. Mais cet emplacement idéal comporte également des défis, notamment les conflits qui ont souvent secoué la région. Historiquement, le Moyen-Orient, ça a quand même été marqué par des tensions géopolitiques et des guerres souvent prolongées. Ces instabilités, elles ont freiné le développement de nombreux pays voisins, rendant difficile en fait la création de systèmes économiques durables et intégrés. Malgré ces obstacles, Dubaï a su tirer parti de sa position stratégique tout en restant relativement épargné par ces conflits grâce à quoi? Une politique de neutralité et de stabilité intérieure. C'est un petit peu la Suisse en fait du Moyen-Orient. Pour faire une comparaison rapide. Cette capacité à se démarquer dans une région tumultueuse a permis à Dubaï de devenir un hub international incontournable. Renforçant son attractivité pour les investissements, c'est stable alors on investit là-bas, et les échanges mondiaux. Maintenant, niveau timing, là, on a une part de chance, je pense quand même. Mais, c'est quand même des visionnaires. Dubaï, ils ont choisi de se transformer à la fin des années 80. Un moment stratégique où plusieurs grandes places financières existaient déjà. On avait New York en Amérique, Hong Kong et Tokyo en Asie, ou Londres en Europe. Mais en fait, au Moyen-Orient, malgré la richesse issue du pétrole, on n'avait pas de centre financier comparable qui avait vu le jour. Donc depuis en fait la découverte du pétrole, de nombreux pays du Moyen-Orient ont vu leurs économies croître rapidement grâce à cette ressource, Cependant, la région elle a également été marquée par les instabilités politiques et culturelles persistantes, souvent aggravées par des conflits récurrents entre nations.
Ces tensions, elles ont maintenu le Moyen-Orient au cœur de l'attention mondiale, mais elles ont aussi freiné le développement de systèmes économiques durables et performants. Et c'est dans ce contexte-là que Dubaï, ils ont su tirer leur épingle du jeu, je sais pas c'est quoi l'expression pour y, mais ils ont identifié une opportunité. À une époque où les capitaux pétroliers affluaient, il n'existait pas de pont, en fait, entre ces richesses et les marchés financiers mondiaux. Ils se sont positionnés comme le connecteur stratégique. Ils ont comblé ce vide, établissant ainsi les bases d'une économie solide et résiliente. Quand j'ai compris ça, j'ai vraiment réalisé, en fait, qu'en matière de richesse, le but, pour toi comme pour moi, en fait, même comme pour les pays, en fait, c'est de jamais aller à contre-courant des grandes tendances de son époque. Depuis l'avènement de l'informatique, il était évident que l'économie évoluerait vers la numérisation, l'intégration financière mondiale et la décentralisation. Pourtant, même aujourd'hui, beaucoup continuent d'avoir des malentendus et des doutes sur le Bitcoin. Mais comme tout développement est inéluctable, en fait, le Bitcoin, la blockchain, ça va continuer à se développer. Trop tard pour revenir en arrière. Dubaï, ils ont su voir la tendance et ils ont su la saisir. Bien sûr, en fait, tu saisis pas forcément toujours, quand on revient au niveau personnel, tu saisis pas toujours les premières opportunités ou tu saisis pas toujours la tendance au début, comme Dubaï l'a fait. Mais l'important, c'est d'être rentré dans ce marché. Parce qu'il n'est pas trop tard, comme on le voit, je le disais, avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils sautent dessus maintenant. Le potentiel de croissance du Bitcoin reste immense. Il suffit de simplement attendre patiemment et de se préparer à saisir les prochaines opportunités. Et là, le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils vont pas forcément avoir d'aussi bons résultats que Dubaï. Mais au moins, ils prennent le train en marche. Donc, très bien joué, en fait, au niveau de l'économie, d'avoir su saisir ça, cette place de hub financier, d'avoir su saisir aussi le Bitcoin. On va revenir sur la partie crypto un petit peu plus loin. Maintenant, donc avec cet emplacement stratégique et un timing parfait, il ne restait plus qu'à Dubaï, en fait, de mettre en place les conditions humaines nécessaires pour devenir un centre financier mondial. Pour y parvenir, il leur fallait un système juridique solide et complet, des mécanismes pour attirer les investissements, une culture aussi ouverte, problème parfois un petit peu au Moyen-Orient, et inclusive, ainsi que des infrastructures modernes et efficaces. En somme, Dubaï, en fait, il devait se positionner comme une ville capable de rivaliser avec les normes internationales les plus élevées, voire même de les dépasser. Et à cette époque, Dubaï, en fait, ils avaient rien d'autre que du pétrole, du désert, du sable et de la mer, c'est-à-dire de l'eau salée, même pas potable, quoi. Réaliser cet objectif, ça revenait donc à partir de zéro. Fallait d'énormes ressources financières, ça, ils en avaient, mais surtout, en fait, une vision audacieuse et beaucoup de courage. Et pourtant, Dubaï y est parvenu. La ville a progressivement mis en place plus de 30 zones franches, ces zones qui se distinguent pas seulement par leur cadre de vie luxueux ou leur architecture, tu vois, futuriste et unique qu'on peut voir souvent à la télé, les choses comme ça. Elles offrent aussi des avantages économiques majeurs comme une fiscalité nulle, 0%. La possibilité, il y a quelque chose qui change parfois, il y a des trucs où on parle de 5%, enfin bon, voilà, c'est juste ridicule, quoi. La possibilité pour les étrangers de tenir 100% de leurs entreprises, ça c'est génial aussi, et une liberté totale en matière de devises étrangères. Ces politiques ont permis d'attirer un grand nombre de sociétés financières du monde entier qui ont choisi Dubaï comme base pour se développer. Et Dubaï s'est pas contenté en fait de juste bâtir un système financier traditionnel. La ville, elle a constamment exploré des domaines innovants. C'est là où la blockchain et les cryptos y rentrent en scène. Ils ont considéré en fait leur image en tant que ville du futur. On n'est pas Londres. Nous, c'est le futur. Plus tard, on veut même les dépasser, les places traditionnelles de marché, les choses comme ça. Le gouvernement de Dubaï, en fait, il a mis en place des initiatives audacieuses pour attirer les plateformes d'échange crypto. Récemment, on a eu OKX, des entreprises spécialisées dans la blockchain et des entrepreneurs surtout visionnaires, des cerveaux. Ça inclut du coup la promulgation de ce qu'ils ont fait, la loi sur la régulation des actifs virtuels, la fameuse VARA, et la création du premier organisme de régulation entièrement dédié à ce secteur. Donc j'ai parlé d'OKX, mais on a plutôt aussi des géants comme Binance, Alpex ou encore Huobi qui ont établi leur base à Dubaï. Et voilà, récemment OKX, qui est devenu aussi la première plateforme d'échange crypto au monde, à obtenir une licence complète d'exploitation aux Émirats Arabes Unis. C'était en octobre là. Et c'est pas tout. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur la Binance Blockchain Week et sur Twitter, depuis fin octobre, Dubaï a aussi validé la création d'un stablecoin en dirham conçu pour faciliter les transactions dans la région. Actuellement, en plus, on a le dirham qui pègue sur le dollar à 3,572, je sais plus c'est quoi le truc exact, mais en fait, maintenant, ils ont aussi leur propre stablecoin, au cas où aussi, s'ils se dépèguent du dollar ou des choses comme ça. Enfin, ils s'ouvrent des portes, quoi, c'est génial. Ce genre de politique et de réglementation créées par l'homme, qui sont ouvertes, libres et innovantes,
Ça a non seulement du coup attiré des investisseurs traditionnels, mais aussi captivé l'attention des meilleurs talents du secteur crypto. Ce dynamisme a accéléré du coup la croissance de la ville, renforçant son statut de véritable paradis crypto. Et depuis 2016, Dubaï s'est engagé dans l'élaboration de nombreuses initiatives et politiques axées sur la blockchain et l'industrie crypto. Donc, regardons un petit peu toutes ces étapes maintenant et comment est-ce qu'on en est là où on est arrivé aujourd'hui. Ça a commencé en 2016, très tôt en fait, dans le monde de la crypto, où ils ont annoncé la création du Conseil mondial de la blockchain. Fou quoi, c'est fou quoi. En 2018, ensuite, ils ont déclaré que 50% des activités gouvernementales utiliseraient la technologie blockchain avant 2021. Si ça, c'est pas visionnaire. En 2019, ils ont lancé la stratégie blockchain de Dubaï 2020, ils ont publié ça. En 2022, ils ont sorti leur loi sur les actifs numériques et promulgué ça. Et puis VARA, ça a été créé à ce moment-là aussi, comme je vous le disais. En 2023, le DFIC, le Centre financier international de Dubaï, a annoncé qu'il délivrerait des licences pour tout ce qui est intelligence artificielle et Web3. 2023, c'était le début de l'IA, quoi. Alors, c'est fou. T'as encore aujourd'hui de nombreux pays qui n'ont pas encore de régulation claire pour le secteur crypto. Et Dubaï, ça fait des années qu'ils sont lancés dans cette direction. Tu vois un petit peu la vitesse à laquelle ils vont, l'agilité. Tu vois, le fait qu'ils disent, la dernière fois à la Binance Blockchain Week, ils disaient on doit être les premiers, c'est fou, quoi. Il n'y a pas de secret, quoi. Par ailleurs, en fait, Dubaï a toujours cherché à marquer les esprits aussi, par son luxe, son avant-gardisme. Du coup, quand tu as des projets comme le Burj Khalifa, qui est encore aujourd'hui le plus haut bâtiment du monde, ou encore le Dubai Frame ou le musée du futur, c'est normal que la ville s'impose comme un symbole d'innovation. Et que les gens qui sont dans la crypto, ils se tournent ils se tournent vers là. Comment est-ce qu'on dit ça en français, je sais pas. En fait, Dubaï, il se contente pas juste de ses exploits. Ils créent des trucs en remblayant la mer. En fait, ils ont une ambition qui est démesurée. Non seulement aussi en termes de qualité, mais aussi en termes d'image. Tu vois, pour renforcer leur image de paradis crypto, Dubaï, ils ont exploré tous les aspects. Il n'y a pas que les politiques favorables. Il y a aussi le soutien clair de l'utilisation des cryptos comme l'USDT pour les transactions. Le paiement de salaire en crypto. Les achats, tu peux acheter ta montre, tu peux acheter ta maison, tu peux acheter ta voiture, tu peux acheter ton yacht, etc. en USDT. Les hôpitaux, tu as des hôpitaux et des cliniques qui acceptent aussi les paiements en Bitcoin. Tu vois, que ça soit pour un hôpital normal ou tout ce qui est cosmétique ou n'importe quoi. Les agents immobiliers, ils simplifient aussi l'acquisition donc des biens avec des crypto-actifs, les investissements. En fait, t'as qu'à choisir ta maison, tu contactes ton agent et tout le reste est pris en charge. En fait, le seul prérequis, si tu veux réussir à acheter des trucs en crypto à Dubaï, c'est d'avoir suffisamment de crypto pour acheter tout ce que tu veux acheter, en fait. Quand tu vois qu'ils te combinent cette possibilité d'investissement et la simplicité de faire les choses, tu peux pas nier, en fait, que Dubaï, c'est vraiment le vrai paradis de la crypto. On n'est pas comme au Salvador, où on te dit oui, tu peux utiliser la crypto, tu peux faire tes paiements, machin chose, mais au final, tu te rends compte que 60% ou 40% de la population n'a même pas Internet. Dubaï, t'as tout. Et tu peux déjà faire les choses. C'est un truc de malade, quoi. Et puis voilà, c'est rapide, tout est efficace. Moi, quand j'y vivais, tout allait tellement vite. C'est pas juste ta transaction en USDT qui va vite. Moi, quand je suis allé à Dubaï, le temps d'arriver, de m'installer, de créer la société, de créer mon Emirates ID, de passer mon permis, d'obtenir mon appartement, tout est allé très vite. En une semaine, 10 jours, j'avais déjà tout fait. Là, je suis retourné à Dubaï quelques jours pour la Dubaï Binance Blockchain Week. Là, j'ai vendu ma voiture. Ça a pris 24 heures pour la mettre en vente et la vendre, etc. Ensuite, 48 heures pour que tout soit fini. Et en plus, j'ai rien fait et recevoir l'argent, quoi. Tout se fait vite, tout est efficace. T'as la technologie blockchain qui va vite et t'as le gouvernement, le pays, les infrastructures et tout qui est adapté pour coller à cette vitesse, quoi. C'est un truc de malade. Et puis voilà, t'as tous ces événements aussi à Dubaï de grande envergure qui sont liés à la blockchain, à la crypto, etc. J'étais allé à la crypto au WoW Summit, le World of Web3 Summit l'année dernière. Il y a le Global Blockchain Summit, il y a le Dubai Crypto Week, il y a donc Binance qui avait fait cet événement juste avant Binance, il y avait OKX qui avait fait un événement juste après Binance, t'avais Ton qui avait fait un événement. Toutes ces conférences attirent les cerveaux, les experts, les visionnaires, les investisseurs, les développeurs, les entreprises crypto de renommée mondiale. Tout ça contribue à renforcer encore plus le rôle de Dubaï en tant que leader dans l'industrie blockchain. Quand tu compares encore une fois à la Corée, on a la vidéo sur la Corée aussi, la Corée ils y bossent quand même, mais on est trop lent en Corée. Ou le Salvador où tout est à faire,
Dubaï, c'est vraiment le vrai paradis crypto où les choses sont déjà possibles. Grâce à cette politique de zéro taxe, les infrastructures financières, l'ouverture totale envers le marché des cryptos, les initiatives gouvernementales stratégiques, ce style de vie qui allie ce luxe et l'innovation, et c'est juste fou. Alors, est-ce qu'il y a des points négatifs à tout ça? Parce que là, c'est le paradis. C'est vraiment le paradis. Enfin, moi, Dubaï, c'est génial, mais est-ce qu'il y a des points négatifs? Je pense que oui. Parce que cette ouverture, ils sont tellement ouverts que du coup, ils accueillent aussi certains comportements un peu plus négatifs. C'est un problème humain, je pense, de tout ce qui est fraude, etc. En fait, Dubaï devient un terrain fertile pour les fraudeurs, les scammers, ceux qui veulent, comment est-ce qu'on appelle ça, laver de l'argent sale, des choses comme ça, en fait. Et c'est le mauvais côté qu'on évoque parfois dans tout ce qui est crypto, c'est une minorité, mais une minorité qui fait du mal quand même. Et Dubaï, du coup, c'est facile de laver de l'argent sale ou des choses comme ça à Dubaï. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée à comment est-ce que les gens lavent de l'argent sale à Dubaï, comment est-ce que les scammers procèdent, pourquoi est-ce que la plupart des projets pourris aussi essayent de s'implémenter à Dubaï. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous en ferai une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais plutôt rester sur les aspects positifs et tout ce que Dubaï a construit et tout ce que Dubaï a construit. La vidéo se fait déjà un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là. Ce que je vous dis, c'est dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce paradis crypto, dites-moi si vous avez envie de voir tout ce qui est au niveau des scams, du lavage d'argent sale, des choses comme ça. Et moi je vous dis tout simplement à très vite dans la prochaine vidéo, bye bye.